Donc, bonjour à tous. Merci d'être présent à ce nouveau webinaire. Je me présente, donc je m'appelle Cindy Bétan. Je m'occupe du marketing, du contenu et de l'influence de Cision. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui nous sort un petit peu de notre zone de confort, puisque Cision parle toujours d'influence, de relations presse, de relations médias, de relations blogueurs. Et finalement, aujourd'hui, on va se poser la question, mais si Google était votre premier influenceur? Donc, on va voir tout ça. Tout part en fait du principe que le paysage média est divisé en trois catégories. C'est ce qu'on appelle le modèle POEM, Paid, Owned, Earned Media. Et dans la catégorie paid, vous avez tout ce qui concerne la visibilité payante, donc tout ce que vous allez payer pour acquérir de la notoriété, de la visibilité. En premier lieu, évidemment, la publicité, qu'elle soit télé, online, affichage dans la presse, mais aussi, tout cela c'est beaucoup développé, hein, ça peut être des posts sponsorisés, ça peut être des partenariats payants avec des médias ou des blogueurs. Voilà, tout ce qui consiste à payer pour avoir de la visibilité. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le owned media. Le owned media, ce sont tous les supports et les expositions qui vous appartiennent, c'est-à-dire votre site web, éventuellement votre blog, mais aussi vos réseaux sociaux. Ça peut être votre catalogue produit, tout ce que vous possédez et des supports sur lesquels vous contrôlez complètement le message. Ça, c'est ce qu'on appelle le owned media. Et la dernière catégorie, le earned media, c'est ce qui va réunir tout ce qui permet à une société de gagner en visibilité, parce qu'elle paye, parce qu'elle possède, mais ce qu'elle va gagner en visibilité. Donc tout ce qui concerne les relations médias, des articles dans la presse, une citation par un blogueur, une vidéo diffusée par un influenceur, un Instagrammeur qui va diffuser les photos de votre société, tout ce qui fait que vous gagnez gratuitement en visibilité et évidemment tout ce qui concerne les réseaux sociaux, comment faire pour être relayé quand vous tweetez quelque chose, quand vous mettez un post sur Facebook, comment faire pour que ce dernier soit partagé, relayé et gagné en exposition gratuite. Ça, c'est tout ce qui concerne le earned media. Et le earned media, justement, c'est la vocation même de Cision. Nous voulons être la plateforme mondiale, le logiciel, la solution de référence pour développer votre earned media. Et pourquoi? Quel est notre why? C'est qu'on veut absolument rétablir un certain paradoxe média qui est le suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la confiance du consommateur, et on le ressent tous aujourd'hui, est complètement dans le earned media, c'est-à-dire dans tout ce qui est recommandation, dans tout ce qui, dès que des tiers parlent de votre société, le consommateur a beaucoup plus confiance en ça que par exemple ce que la marque dit d'elle-même sur ses propres supports ou encore ce qu'on dit dans les publicités. Le consommateur est de moins en moins crédule en ce qui concerne la publicité. Il attend vraiment beaucoup plus d'authenticité. Et c'est pour ça que cette confiance, elle est vraiment beaucoup plus forte dans le earned media. Mais paradoxalement, les investissements en communication et en marketing aujourd'hui se situent majoritairement toujours dans le paid media. Et nous, chez Cision, on voudrait rétablir ce paradoxe et essayer d'équilibrer ces budgets entre paid, owned et earned. Arriver peut-être à prendre un petit peu du budget paid pour aller justement l'investir dans le earned. Donc voilà quel est notre why, notre raison d'être. Et pour cela, eh bien, nous voulons vous proposer la meilleure plateforme du marché pour développer votre earned media. Nous allons vous proposer la meilleure des technologies qui vont vous permettre d'accéder à de la donnée, qui vont vous permettre de mesurer votre marketing d'influence, vos relations médias, vos campagnes de communication, et ce qui permettra après d'aller réclamer plus de budget auprès de vos directions ou auprès de vos clients si vous êtes agence. Donc, on a fait pas mal de rachats ces derniers temps, vous en avez sûrement entendu parler. Hein. Aujourd'hui, Cision réunit des sociétés comme DataPress, Vocus, PR Newswire, Hors Antenne
et récemment l'Argus de la presse. Voilà, on veut condenser toute cette expertise média, toute cette expertise earned media pour vous proposer le meilleur des solutions de earned media. J'arrête là sur Cision et on va s'intéresser au vif du sujet, le sujet du jour. Et si Google était finalement le premier de vos influenceurs, ou comment développer et améliorer son SEO grâce aux relations médias. C'est peut-être un message que nous, en tant que communicants, on pousse pas assez auprès de nos directions, auprès de nos clients. C'est que les relations médias, bien sûr, ça aide à avoir de la visibilité, mais ça a d'autres avantages un peu plus cachés. Et c'est ce que Elder Fonseca va nous faire découvrir aujourd'hui. Elder, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Cindy, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je suis vraiment ravie de te recevoir sur cette thématique parce que j'avoue que tu m'as fait découvrir beaucoup de choses sur le sujet. Donc, pour te décrire en quelques mots, donc toi, ton expertise, c'est vraiment tout ce qui est stratégie de visibilité sur Internet. Donc, tu as une double casquette, en fait, une double compétence et un parcours qui va avec. Tu as commencé comme attaché de presse, on va dire finalement assez classique, pendant près de 8 ans. Et tu t'es orienté petit à petit vers les RP digital et aujourd'hui tu travailles donc pour One Référencement qui est à la base une société de SEO pour améliorer la visibilité des entreprises sur Google. Et du coup, en mixant un petit peu toute cette expertise, toi tu utilises les RP au service finalement du SEO des entreprises. Ok, super. Et allez, je montre mon écran. Donc on passe sur ma présentation puisque je viens de le faire et Cindy vient de le faire également. Euh, on va directement entrer dans le vif du sujet et quand on parle de SEO ou de référencement naturel, de quoi on parle? On parle tout simplement de toutes les techniques qui aident à être mieux référencé sur un moteur de recherche. Donc le référencement naturel, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les techniques qui permettent d'optimiser la visibilité sur les moteurs de recherche. Un moteur de recherche, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un logiciel qui est en ligne, auquel tout le monde peut accéder, qui permet de rechercher des informations sur Internet. Donc aujourd'hui, on a vraiment pléthore de moteurs de recherche, mais on en connaît 5 majoritairement, qui sont bien sûr Google, Yahoo, il y a également Bing de Microsoft, il y a le français Quant, qui est basé à Nice, et il y a un américain, je crois, qui est DuckDuckGo, qui est un peu moins connu, mais c'est vraiment les 5 principaux. Cependant, ce marché est vraiment dominé par un acteur, qui est Google, et on va voir quelques statistiques sur Google dès maintenant. Il y a vraiment une forte dépendance à la recherche sur Internet aujourd'hui, en France ou dans le monde. Hein. Et en France, il y a 94% des personnes, donc des Français, qui utilisent Google, donc quasiment tous les jours. Donc c'est vraiment une grosse domination. Ce chiffre, il varie un petit peu, c'est 94, des fois c'est 96. En tout cas, c'est le premier moteur de recherche utilisé et de très très loin, devant le deuxième qui est Bing et le troisième qui est Yahoo. Il y a Quant qui a communiqué récemment sur un chiffre qui était de 4% d'utilisation en France. En fait, j'ai pas la même source. Voilà, j'ai utilisé là la même source, mais c'est possible que Quant soit passé devant Bing, parce qu'ils ont vraiment effectué un bond ces derniers mois et ces dernières années. Également, pour vous rendre compte du poids que peut avoir Google dans le référencement des sites Internet, Google, dans son algorithme, il y a vraiment, enfin, l'algorithme est capable de vous répondre avec 3000 milliards de pages sur Internet. Donc, il est capable de répondre à vos requêtes avec 3000 milliards de réponses différentes. Ouais. Il y a également une partie, ça on va le voir par la suite, Google visite chaque jour 20 milliards de sites. Donc en fait, dans les faits, il y a un petit robot qui visite chaque site pour voir ce qui traîne sur les sites pour pouvoir vous répondre derrière. Il y a 3,3 milliards de requêtes qui sont effectuées chaque jour dans le monde. Et parmi ces 3,3 milliards, il y a 15% de ces requêtes en fait qui sont des nouvelles requêtes tous les jours. Donc pour illustrer ça, en
pourrait, par exemple, si on cherche, on cherche à se renseigner sur malheureusement l'attentat qui a eu lieu la semaine dernière, sera considéré comme une nouvelle requête. Voilà, en fonction de l'actualité, il y a des nouvelles requêtes qui émergent dans les résultats de recherche auprès de Google. Et depuis septembre 2017, on effectue davantage de requêtes sur mobile que sur l'ordinateur. Donc là, il y a eu vraiment un switch très très important en 2017. Vous avez certainement dû voir des chiffres sur la publicité sur le mobile, mais sur la recherche également, il y a eu un switch. C'est le mobile aujourd'hui qui est le device, le support majoritaire dans l'utilisation et l'accès à Internet. Et ça change quelque chose sur la manière dont il faut communiquer sur ces sites, sur les formats, où il faut tout simplement avoir un site web responsive, ce qui est un petit peu la norme aujourd'hui, non? Ouais, alors pendant longtemps, il y a des sites qui ont développé des sites mobiles spécifiquement et Google communiquait sur des contraintes techniques pour que tout soit bien calé, que ce soit pas tout cassé dans les affichages, dans les résultats de recherche. Oui, maintenant il y a le responsive, comme tu l'as dit, qui facilite bien des choses. Il y a le principal changement, c'est dans l'affichage des résultats de recherche. Si vous voulez, on a sur un écran d'ordinateur, on verra la composition d'un résultat de recherche tout à l'heure, mais on a les 4 annonces publicitaires de Google, et puis derrière, on peut quand même facilement voir les résultats naturels qui se situent en dessous. Par contre, si tu fais une recherche sur mobile, sur Chrome ou n'importe quel navigateur, et que tu fais cette recherche sur google.fr, tu vas être vite limité en termes de visibilité, puisque ce sera la première publicité, voire la deuxième publicité qui seront affichées. Et pour voir les résultats naturels dessous, tu devras scroller avec ton pouce 2 ou 3 fois, quoi. Donc c'est devenu encore plus important d'être vraiment naturellement en première, deuxième, troisième position et pas au-dessous, quoi. Exactement. Donc plus t'es haut dans les résultats de recherche, mieux c'est, et c'est encore plus vrai sur le mobile. Tout à fait. Ok, merci. Voilà. Google a été inventé en 97-98 par Sergey Brin et Larry Page, donc en Californie, à Mountain View. Et la mission de Google, c'est très important de se remémorer ça, parce que derrière, on comprend pourquoi les résultats de recherche sont composés de cette manière-là, et aussi pourquoi les RP peuvent avoir une incidence dans la visibilité organique. C'est que l'objectif, c'est d'organiser l'information et tous les savoirs et toutes les connaissances, et de la rendre universellement accessible et utile à tous. Donc Google propose un top 10 sur sa première page et va effectuer un tri, et en fonction donc de la recherche de l'internaute et des réponses possibles, il va effectuer un tri dans les réponses pour proposer les meilleures réponses à l'internaute. Donc c'est ça l'organisation de l'information, c'est vraiment ce tri pour choisir la meilleure réponse, la réponse la plus pertinente pour l'internaute. La finalité pour tout le monde, que ce soit pour les personnes qui font du SEO ou même des RP, c'est toujours, il faut penser à l'utilisateur, à la personne finale, bien que le média soit Google ou le journaliste. Il faut vraiment penser à ça, à l'information dont peut jouir l'utilisateur ou le lecteur. Comment fonctionne Google techniquement? Donc là, on va essayer de passer assez rapidement, de manière assez claire, parce que c'est important de comprendre, mais voilà, il ne faut pas trop s'attarder dessus non plus. Alors ça fonctionne en 3 phases. Il y a le crawl et l'indexation, la lutte contre le spam, et enfin la partie visible de l'iceberg, les résultats de recherche selon l'algorithme. Donc le crawl et l'indexation, c'est très simple, c'est ce que je vous ai mentionné brièvement tout à l'heure. En fait, Google a développé des petits robots qui parcourent le web et qui naviguent de lien en lien, de site en site. Et ces robots, une fois qu'ils sont sur le site, ils vont emmagasiner un maximum d'informations sur le site. Donc, que ce soit des caractéristiques techniques comme le temps de chargement, l'accessibilité du contenu, le maillage interne, le nombre de pages. Donc toutes ces caractéristiques techniques, il va les apprendre, il va les sauvegarder dans son tri.
Et c'est un premier pilier du SEO, c'est les qualités techniques de votre site internet. Donc en gros, si vous avez un temps de chargement très optimisé et très court, il y a de fortes chances que vous ressortiez bien sur les résultats de recherche, enfin sur les requêtes que vous visez en tout cas. Ensuite, ça suffit pas parce que Google, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'histoire des liens, Google ne sanctionne pas que ces liens très spammy entre guillemets qui sont faits pour tricher avec l'algorithme. Il va sanctionner aussi du contenu qui est pas très qualitatif. Il va sanctionner aussi, et là c'est plus vrai dans Google Local ou Google Shopping, des annonces qui sont un peu fake, qui sont un peu fausses et pas qualitatives. Donc il va, dans son algorithme, il a incorporé une certaine police, une certaine censure, qui va faire que il ne va retenir que des résultats qualitatifs et qui ont un véritable intérêt pour l'internaute. Donc il y a ces changements, enfin ces corrections qui sont incorporées directement dans l'algorithme, mais parfois, ponctuellement, il est possible que des ingénieurs de Google interviennent manuellement s'ils se rendent compte qu'il y a vraiment une triche de très grande ampleur pour sanctionner le site qui abuse de son algorithme. Et là, le résultat est très simple, c'est s'il est positionné en première page, il passe directement au-delà de la 20e page, et s'il est très dépendant de Google, il se retrouve avec un trafic quasi nul. Mais Google, il fait pas ça sans prévenir, il notifie quand même tous les webmasters pour que ils prennent en compte ces corrections que Google lui indique et pour qu'il ait le temps de faire ces corrections-là pour qu'il ne soit pas sanctionné, simplement. Donc cette phase-là, elle vise vraiment à nettoyer et à retenir que les contenus et les réponses les plus qualitatives que Google peut apporter à Internet. Et enfin, il y a la troisième partie qui sont les résultats. Donc ça dépend, là c'est vraiment l'algorithme qui vous ressort les réponses. Et là, il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. C'est vraiment le contenu, donc c'est la réponse à votre requête, c'est le texte qui est présent sur votre site internet qui va vous permettre d'être présent en première position ou dans le top 10 sur Google. Mais avoir du contenu très qualitatif sans popularité, là, ça va être très difficile d'être positionné dans le top 10. Il faut vraiment que votre site il ait un minimum de popularité. Et la popularité aux yeux des moteurs de recherche, aux yeux de l'algorithme de Google, c'est les liens hypertextes dont je vous parlais tout à l'heure. Un lien égale un vote, mais tous les liens n'ont pas la même puissance. Donc, quand tu parles de liens, c'est-à-dire tous les sites tiers qui vont repointer vers justement ce contenu. Vers le site de la marque pour laquelle on travaille, tout à fait. C'est tous les liens qui vont vers ton propre site. C'est pas les liens qui vont à l'extérieur de ton site, c'est les liens qui vont vers ton site. D'accord. Et selon le site qui référence ce lien, ça n'aura pas le même poids. Si c'est par exemple le monde.fr, voilà, ok, d'accord. Voilà, exactement. En fait, ce que va considérer l'algorithme, c'est, aux yeux de l'algorithme, plus vous avez de sites populaires qui vous font un lien, plus vous serez populaire. D'où l'intérêt des RP, du coup. D'où l'intérêt des RP. Donc, si vous avez plein de liens provenant de toute la grande presse quotidienne en ligne, c'est le top. Par contre, si vous avez que des liens qui proviennent de blogueurs qui ont créé leur blog la veille, là, la popularité n'est pas top. Alors, pour caricaturer, pour qu'on comprenne bien. D'accord. Et ben alors, du coup, si je résume bien, il faut du contenu qualitatif et de la popularité. J'ai une question d'Emmanuel qui nous dit, oui. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots comment Google décide qu'un contenu est qualitatif? Eh bien, je reviens à la slide précédente. Alors, vous voyez, j'ai listé quelques animaux. Alors, pour Google, c'est pas des animaux, c'est des filtres, des évolutions de son algorithme qui ont des noms d'animaux. Et en fait, Panda vient sanctionner vient contrôler plutôt tout le contenu qui n'est pas qualitatif. Donc, qu'est-ce que c'est un contenu qualitatif? C'est un contenu qui est,
c'est une banalité que je vais dire, mais c'est bien rédigé, qui répond à des questions basiques. Qui, quoi, où, comment, quand, avec qui, quelle est l'information principale. Vraiment, ce qu'on peut rédiger dans un communiqué de presse ou dans un article d'un site d'information. C'est un contenu qui apporte une véritable information à l'internaute. En fait, ce filtre vient sanctionner tous les contenus dupliqués qui sont présents sur les sites internet. Parce qu'il y a eu des malins dans le monde du référencement naturel. Ils ont en fait compris que plus un site internet avait de pages, mieux il serait référencé. Du coup, les chefs de projet SEO se sont amusés à créer plein de pages avec du contenu copié-collé, tout bêtement, en pensant que voilà, mon site a plus de poids, plus de pages, donc il sera mieux référencé. Google s'était rendu compte de ça et a sorti cette évolution pour que soit sanctionnée cette pratique qui va à l'encontre de l'intérêt de l'internaute. Ok, donc en gros, c'est du contenu original, intéressant. C'est ça. Et non, il faut qu'il y ait une information pertinente qui soit utile pour l'internaute. Il faut que ce soit un contenu unique et au mieux, il faut que ce soit un contenu populaire. Alors, je suis désolée, Elder, tu es très intéressant. J'ai plein de questions. Alors, je continue à te les poser. On était justement sur ces liens. C'est Delphine qui me demande si on a des liens réciproques. On s'entend avec quelqu'un d'autre. Tu mets un lien sur mon site, je mets un lien sur le tien. Est-ce que ça annule ça annule pour l'utilité du référencement ou est-ce que c'est un bon Non, système? pas du tout. Ce sera bénéfique pour les deux. Super. Merci. Voilà. Il y a pas du tout, il n'y a pas de moins fait plus ou ces choses-là, non. À chaque fois, c'est positif. Voilà. Oui, s'il y a des liens réciproques. Toutefois, attention de ne pas en abuser, parce que c'est justement ces choses-là que Google a cherché à sanctionner via son évolution sur les liens. Les chefs de projet en référencement naturel ont abusé de ces liens réciproques. Il y a des sites dont la popularité reposait uniquement sur des liens réciproques et qui, du jour au lendemain, avec l'évolution de Google sur les liens, ont disparu du top 10. Donc, faut faire très attention à ne pas en abuser, tout bêtement. Et je te laisse continuer après, mais j'ai une question très intéressante de Claudia. J'avoue que je me pose la même question, donc du coup, je ne peux pas m'empêcher de te la poser. Est-ce que, par rapport à la duplication, donc, est-ce qu'un article posté à la fois sur un site web et sur un réseau social, style LinkedIn, Pulse ou Facebook, c'est considéré comme de la duplication de contenu pour Google ou comme c'est pas exactement sur les mêmes supports, est-ce que ça passe? Là, c'est une très bonne question. Une bonne question, hein. Je dirais qu'il faut en tout cas faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de duplication de contenu sur son propre site internet. D'accord. Voilà. Okay. Après, s'il y a le même article, j'imagine que cette personne fait souvent des tribunes sur LinkedIn à travers son dirigeant ou autre, et les publie derrière sur son site. Je pense pas qu'il y ait une incidence. D'accord. Parce que ça reste quand même des cas isolés, donc il faut en tout cas faire attention à pas trop dupliquer de contenu sur son site internet. C'est vraiment ça le message. Moi, je te laisse continuer parce qu'il y a tellement de questions que sinon tu vas jamais avancer. Sans problème. Sans problème. Alors aujourd'hui, un résultat de recherche, alors j'espère que vous voyez bien, ça ressemble plutôt à ça. Donc là, j'ai fait une requête basique lorsque le prix du Bitcoin s'envolait, je me suis intéressé un peu à ça. Donc ça se compose de cette manière-là. À droite, ici, aujourd'hui, on a un knowledge graph. Donc c'est le terme utilisé par Google. C'est en gros les informations basiques qu'on peut avoir dès lors qu'en fait on tape un nom propre. Donc un nom de marque, un nom de célébrité, donc un acteur, un chanteur ou autre. Le nom d'un lieu également. Si vous tapez la Tour Eiffel, vous allez avoir un knowledge graph très très grand, très très long. Voilà. Dès lors que vous avez un nom propre, vous allez avoir un petit laïus Wikipédia avec la date de création. Si c'est un lieu touristique, vous allez avoir les affluences en fonction de l'heure de la journée. Vous allez avoir tout type d'informations différentes en fonction de la nature de cette marque. Ensuite, vous allez avoir ici les annonces AdWords. Là, on n'en a que 2 sur cette requête-là. Ça peut aller jusqu'à 4.
Généralement, quand il y en a 4, c'est sur des requêtes très concurrentielles. Je vous donne un exemple, si vous cherchez des maillots de bain pour l'été, ou des robes, ou des chaussures, des espadrilles, des tongs, là vous allez avoir 4 AdWords généralement. Là, c'est une nouveauté Google qu'on a, une feature snippet, ou en français un extra optimisé. C'est une nouveauté qu'on a depuis, c'est pas tellement une nouveauté, on l'a depuis 2 ans, mais ça se généralise vraiment de plus en plus. Et en fait, ce qui se passe là, c'est Google va vous répondre directement. Il vous affiche la réponse. Et ça, c'est permis par les petits robots qui naviguent, que je vous expliquais tout à l'heure, qui naviguent sur le web. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre tous les contenus et il va vous recracher le contenu le plus pertinent pour répondre directement à votre question. Donc ça, c'est le Graal des références. C'est le Graal du SEO. Voilà. Okay. C'est le Graal du SEO. Donc ça, c'est pas la position 1. C'est mieux que la position 1. C'est la position 0. C'est au-dessus de la position 1 qui se situe juste en dessous. Et en fait, si vous faites la même recherche vocalement avec Google Assistant, donc si vous avez Google Home ou même sur votre portable Android, si vous faites la même recherche vocalement, donc prix du Bitcoin, la petite voix de Google va vous dire, va vous répondre selon Forbes.fr, le prix du Bitcoin a augmenté au cours des 3 dernières années. Enfin voilà, c'est vraiment la donc, transition Google, avec la recherche vocale en fait. La voix utilise ce qu'il y a en position 0. Exactement. Ok. Tout à fait. La position 0, c'est vraiment la transition qui va se passer avec la recherche vocale, parce que moi, enfin, de toute vraisemblance, l'avenir de la recherche, ce sera le vocal. Donc là, c'est vraiment un premier pas dans le vocal. En fait. Ensuite, on a les résultats naturels qui se situent juste en dessous. Donc voilà, c'est ce qu'on a toujours connu. Et depuis quelques temps, et c'est depuis que Google News existe à peu près, on a la One Box News. Donc c'est des petits articles, enfin des articles tout bêtement, pardon, qui sont intégrés dans les résultats de recherche. Cet affichage apparaît en fait dès lors que la requête est une tendance forte dans les recherches de Google. Donc quand j'ai effectué cette recherche, c'est lorsqu'on parlait beaucoup du Bitcoin avec l'envolée du prix. Donc forcément c'était un sujet tendance et il y avait beaucoup d'articles. Et donc ces articles s'affichent au moins 3. Dès lors qu'il y a au moins 3 articles, on a cette One Box News qui est présente dans les résultats de recherche. Voilà. Donc dans la One Box News, ce sont les articles les plus populaires ou les plus actuels ou les... Alors après, c'est les articles les plus frais, les derniers articles généralement qui ont été postés et qui parlent du sujet de la requête. Donc là aussi, les relations médias, les relations presse, ça peut, j'imagine, beaucoup aider pour être dans une de ces box news. Tout à fait. Tout à fait. Moi, par exemple, cet hiver, en fait, on va peut-être recroiser l'exemple dans la présentation après. Je travaille pour un site qui vend du fuel en ligne. Donc la fenêtre de tir pour communiquer, c'est vraiment la période de chauffe entre octobre et février. Donc on communique beaucoup auprès de la presse à ce moment-là. Et la requête, par exemple, prix du fuel, est très recherchée. Donc on va avoir un top 10 qui va s'afficher avec une position 0 également. Et si j'ai beaucoup d'articles, mes articles qui vont parler de la marque pour laquelle je travaille vont s'afficher également. Ce qui est intéressant dans ce cas dont je vous parle, c'est qu'il y a également une forte concurrence. Il y a un autre acteur qui est très fort et qui se positionne en position 2 ou 3. Là, le poids des articles peut être intéressant dans le sens où si on parle de la marque pour laquelle je travaille dans les articles et qu'il y a la mention de la marque dans le titre, ça peut conforter ma position 1 et même ma position 0. Dans le sens où un article de presse, ça indique la confiance qu'on peut donner à une marque. Donc si des sites d'information parlent de ma marque, je vais peut-être cliquer davantage sur la marque qui est citée dans le titre. C'est des hypothèses qu'on peut émettre. Voilà. Est-ce que je continue? Vas-y. Il y a également, désormais, c'est quelque chose qui est aussi lié avec la recherche vocale, c'est que depuis 6 mois, je crois, 6 mois, 1 an, on a les People Also Ask qui ont été généralisés sur les résultats de Google. Donc en fait, c'est ce que les personnes demandent aussi.
Donc, c'est toutes les questions qui peuvent être liées à votre requête initiale et qui peuvent apporter une information utile à l'internaute. Donc là, on a comment changer l'adresse sur sa carte grise. Donc, on a une feature snippet qui s'affiche un extrait optimisé. Et si on clique sur la question qui est en dessous, on va, qui est aussi liée, on va avoir un autre extrait optimisé. Donc voilà, c'est aussi un indicateur une chose qui permet à votre site d'être très très. Au final, Google fonctionne de cette manière-là aujourd'hui, et les résultats de recherche aujourd'hui ressemblent vraiment à Times Square. On a vraiment des compartiments un peu partout. On sait plus ou moins regarder, mais on sait pas trop. En tout cas, là où il faut regarder, c'est en dessous de l'horloge, c'est là où il y a les informations principales. Et en dessous de l'horloge, c'est la position 0, c'est la position 1, c'est la position 2, la position 3. C'est vraiment les principales positions qu'il faudrait avoir dans un monde idéal pour son référencement naturel. Ce graphique vient conforter ça. C'est la répartition des clics sur un top 10 de Google. On voit que donc à gauche, en vertical, c'est le taux de clic, et en bas, c'est la position. Dès lors qu'on est sur la position 1, la position 35% des clics sur ordinateur et 30% des clics sur mobile. Donc c'est vraiment là, c'est cette requête-là qui est la plus cliquée. Après, dès lors qu'on passe sur la deuxième position, on est déjà un peu en dessous, la 3 aussi, et après ça devient un encéphalogramme assez plat. Mais ce graphique, il montre la puissance de la position 1, de la position 2 et de la position 3. Voilà, donc avant on disait qu'il fallait être en première page, mais maintenant c'est plus du tout vrai, quoi. Faut vraiment être tout le temps. On le voit d'autant plus avec le mobile. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait au début. Alors, je reviens sur nos considérations initiales, pardon, sur une espèce de forme de ROI des RP. Je pense qu'on peut aussi comparer si les RP vous aident à être en position 0, 1, 2, 3, quel prix vous auriez payé en Google Ads pour être tout en haut, et du coup, quelle rentabilité peuvent avoir les RP. C'est peut-être encore un petit argumentaire de plus pour investir dans les RP, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, ce switch qu'il y a eu avec les AdWords qui était placé à la place du Knowledge Graph auparavant et qui est venu s'afficher au-dessus les 4 annonces qui sont venues s'afficher au-dessus des résultats naturels, ça a permis à Google aussi de faire augmenter les prix, les enchères. Et donc voilà, les budgets AdWords ont augmenté. Sachant que il y a eu des chiffres qui sont sortis récemment. Il y a Google et Facebook qui je crois, monopolisent 78% de la publicité sur Internet. C'est 78% sur desktop et 90% sur mobile. Et l'AdWords a une très très grande partie dans cette part. Donc ouais, aujourd'hui, c'est vraiment devenu quelque chose d'incontournable pour la publicité, pour toucher les internautes. Mais ça devient aussi de plus en plus cher. Voilà. Merci. Je poursuis. Je voulais faire une digression, un petit détour par qu'est-ce qu'un influenceur et rejoindre le sujet de la conférence. C'est c'est plus une piste de réflexion qu'une réponse et un constat. C'est est-ce qu'on peut considérer Google comme un influenceur dans le sens où, vu qu'il effectue un tri, il organise l'information pour l'internaute, est-ce que le tri qu'il effectue peut avoir une incidence sur notre comportement? Avec ce graphique-là, on voit que oui, puisqu'il y a la première position accapare, on va dire, aussi au moins un tiers des clics. Donc on pourrait penser que oui. Et pourquoi finalement j'ai fait une définition de ce qu'est un influenceur. Donc c'est une personne qui, par ses contenus, déjà réussit à se construire une audience, mais arrive à influencer le comportement de son audience et qui arrive à influencer sa consommation finalement. Et en fait, Google, c'est pas une personne, c'est un assistant aujourd'hui. On a un assistant vocal, c'est Google Assistant, ça porte un nom. Mais ce Google Assistant s'appuie sur d'autres outils développés par Google qui font que cet assistant ne va pas être expert sur un domaine en particulier, sur la beauté, sur le sport ou autre, quoique des fois c'est le cas, mais il va être expert sur vous.
comment il va être expert sur vous? Tout simplement, il connaît vos recherches sur Google, il connaît vos requêtes. Il a même votre historique de requêtes. Il va apprendre de votre historique de requêtes pour vous donner la meilleure réponse. Il connaît votre navigation sur Google Chrome. C'est un service de Google, donc il connaît même votre historique de navigation. Il sait ce que vous voyez, donc il peut également l'utiliser. Il sait ce que vous recherchez sur Google Maps. Grâce à votre smartphone, qui est plus un terminal électronique qu'un smartphone aujourd'hui, il connaît votre position GPS. De telle Là, tu es sorte en que train de lorsque faire vous... flipper tout le monde, Elder. Ouais, je veux pas faire flipper, mais ça reste anonyme tout ça. Mais c'est pour vous montrer que, en fonction de tout ce qu'on embarque comme outil de Google sur soi, tous ces outils-là permettent d'avoir la meilleure réponse possible. C'est tout simplement ça. En fonction, avec Maps, avec sa géolocalisation, on connaît. Votre portable Android, c'est Google également. Il peut savoir ce que vous ouvrez comme application et de cette manière-là, dans ces requêtes, peut vous donner la meilleure réponse. Vos mails également, Gmail, c'est Google. YouTube, les YouTubeuses sont sur YouTube. Elles travaillent pour Google. Elles sont rémunérées dès lors qu'elles ont 1 million de vues. C'est également Google. Je pourrais également parler de Waze. Si vous cherchez un itinéraire, si vous conduisez, Waze, c'est un outil Google. Et également, il y a une discussion qui est possible également avec Google Assistant aujourd'hui. Donc c'est pour vous montrer que, et c'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste l'usage qui est fait de toutes ces informations, c'est pour vous donner la meilleure réponse possible à travers les résultats de recherche. Voilà. Désolé d'avoir cassé l'ambiance. Écoute, il nous reste 10 minutes pour je vais aller très vite. Voilà, que tu rentres dans le concret, parce que je sais que tu as des cas concrets à nous présenter qui sont super intéressants. Donc, je te laisse Tout à fait. Donc, au final, et c'est vraiment la conclusion de tout ça, c'est on a vu comment Google fonctionnait, on voit les informations et la personnalisation que peut apporter Google en fonction d'un tas d'informations qu'il récupère. Mais derrière, comment les RP, on peut influencer sur ces résultats de recherche. Je vous ai juste extrait, donc je vous parlais d'un client pour lequel je travaille, qui vend du fuel en ligne. Donc ça, c'est le top 5 de Google sur la requête prix du fuel. Je vous ai noté donc la popularité du site, le nombre de liens qui vont vers le site, la popularité de la page qui ressort sur la position et le nombre de liens qui va vers la page qui ressort sur cette position. Ces chiffres, excuse-moi pour qu'on comprenne bien, ces chiffres, ce sont des chiffres propres aux spécialistes de SEO. Tout le monde a les mêmes échelles de notation. Tout le monde peut les avoir. Si vous allez, donc c'est un outil qui est disponible, qui est édité par Moz.com, qui est un éditeur de logiciels américain spécialiste du SEO en effet. Et si vous allez sur Open Site Explorer, vous entrez l'URL de votre page, de votre site, et il va vous donner votre note de popularité. Okay. Donc, ces chiffres-là sont extraits de cet outil Open Site Explorer. Okay. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? C'est le site qui est en position 1, c'est celui, et en position 2, c'est le même site, c'est notre client, c'est celui qui a le plus de popularité. C'est celui qui a une popularité de 36. La position 3 est à 34, la 4 à 24, et la 5 à 22. Ce qu'on constate également, le site qui est en position 1 et 2, c'est celui également qui a le plus de nombre de sites qui lui font un lien. Donc voilà, là on a vraiment une corrélation popularité et lien. Plus vous avez de liens, plus vous êtes populaire, et plus vous serez premier. Tout bêtement, c'est ça qu'on voulait résumer via ce tableau. Je vais vous montrer désormais une étude de cas, mais juste pour introduire ça et insister là-dessus, c'est pour être bien référencé, il vous faut du contenu. Google dit qu'il vous faut du contenu et que ça fera automatiquement des liens. Par expérience, c'est faux. Il faut avoir une diffusion et c'est là où les attachés de presse, les RP, prennent toute leur position. Il faut animer ce contenu auprès d'une audience pour que derrière on ait ces liens et que ça ait une incidence sur les résultats de recherche. Donc voilà, c'était vraiment ça le schéma directeur. C'est il faut diffuser son information auprès du journaliste qui va relayer votre information et qui va vous faire un lien vers quoi? Vers la landing page. Cette landing page est vraiment essentielle dans le schéma, finalement. Il faut vraiment publier toutes vos informations sur votre site pour qu'il y ait un lien qui soit fait vers la landing page. Voilà.
Je voulais également voir rapidement avec vous, et c'est une ouverture potentielle, le ROI. On reproche souvent en RP de ne pas être héroïste. On en a marre quand on entend ça. Parce que notre métier il est utile, mais parfois on est frustré parce qu'on n'arrive pas forcément à montrer comment il est utile par des chiffres et mettre ça en rapport avec la rentabilité. Moi, je vous propose quelques pistes. C'est une action qu'on avait faite pour un site qui s'appelle hyper.com. Au moment de la Saint-Valentin, on avait édité une infographie sur des astuces DIY, sur quoi faire de vos roses après la Saint-Valentin. C'est une question qu'on peut se poser. Et on a proposé ça à la presse féminine et ça a marché. On avait eu plein de retombées dans la presse féminine sur Internet. Je vous ai indiqué également la note de popularité donnée par Open Site Explorer. Donc là, on est sur des popularités assez élevées. Je coupe une seconde parce que j'ai eu beaucoup la question. Oui. On parle bien de Open Site Explorer. Les gens voulaient vraiment connaître le nom de ce site. Donc, alors Open Site Explorer. Alors, je vais l'épeler. C'est OPEN espace SIEP espace Explorer. Donc, comme la navette Explorer. EXPLORE. RER. Voilà, pardon. Excusez-moi. Merci, Albert. Voilà. Donc voilà, on est sur des popularités assez élevées. Je vais vous montrer pourquoi ça a son importance. Donc Maxi, Marie-Claire Idée, OMAIMAG, Mode des Travaux, Santé.com, le portail SFR également, Conso Globe. Donc au final, on a eu 13 retombées grâce à cette infographie au moment de la Saint-Valentin. Donc ça a quand même fait une belle visibilité pour la marque. Et on a une popularité moyenne des liens qui est de 58. Alors que la popularité de Hyper, avant ça, c'était un site qui venait de se lancer, donc forcément la popularité était très faible. La popularité était de 9. Et ce qu'on a fait, c'est on a monitoré en fait tous ces articles pendant un mois après l'événement pour voir si la popularité, donc je suis allé me référer à Open Site Explorer, donc je viens d'épeler le nom, pour voir si la popularité évoluait. Et ce dont je me suis rendu compte un mois après, c'est que la popularité a fortement augmenté, puisqu'elle est passée de 9 à 30. Et vous allez me dire, ok, c'est bien de passer de 9 à 30, mais derrière, quelle est l'incidence que ça peut avoir sur le référencement naturel? Ce graphique vient tout à fait, vient montrer l'incidence que ça a. Voilà. On voit sur ce graphique, donc, qui est un outil SEO, c'est un outil semrush.com, c'est semrush.com, qui permet de voir en fonction des recherches, comment notre site s'affiche dans les résultats de Google. Donc la courbe orange est la courbe du trafic payant, donc issu d'AdWords, et la courbe bleue est la courbe du trafic issu des résultats naturels. On a fait cette action mi-février, donc au moment de la Saint-Valentin. On a eu plein de retombées au moment de la Saint-Valentin, mais il y a un peu après, donc 13 retombées, pour être exact. Et le temps que... Donc 13 retombées avec 13 liens. C'est très important de le rappeler. Il y a eu 13 liens, donc 100% de réussite sur les liens. Google va passer sur ces pages, va comprendre qu'il y a un lien vers hyper.com et va se dire, ah ok, il y a 13 retombées, 13 liens, donc il y a 13 votes très populaires, donc hyper.com en fait c'est un site qui est populaire. Donc il va augmenter sa note de popularité, donc de 9 à 30. Et dans les résultats de recherche, ça a un effet immédiat. Les positions qu'avait hyper.com ont été modifiées et vont être mieux qu'avant finalement. Et ça entraîne directement, donc le site est mieux positionné sur ses requêtes phares, et ça entraîne une augmentation mécanique de son trafic. Il fait que mi-avril, le trafic naturel dépasse le trafic payant. Et à la fin août, ça commence à se stabiliser. On est à 3 fois plus de trafic naturel que de trafic payant. Donc là, c'est aussi une piste de ROI. Alors complètement, parce que combien de Google Ads il aurait fallu faire pour tripler le trafic? Exactement. Si vous tapez le mot-clé livraison fleurs, qui est le mot le plus concurrentiel sur les fleuristes, sur Interflora, Florajet, Aquarelle et autres, vous êtes, je crois, vous n'êtes pas loin de 3 € le clic, voire plus, je ne sais plus. Wow. Je ne me souviens plus très bien. Si vous multipliez 3 € le clic fois 7781, donc le trafic naturel en août 2017, vous êtes à 21 000 €. Moi, avec une action RP, où en moyenne par mois c'est 3 500, des fois en fonction des contenus, ça arrive à 4 000, j'arrive à ce même résultat.
Donc en fait, on est dans un rapport de 1 à 7, 1 à 6 sur la rentabilité de l'action RP. Oui, d'autant C'est qu'une plus campagne tellement... de publicité, quand ça s'arrête, le trafic s'arrête. Alors que vous, là, Tout à vous jouez fait. sur la durée. J'imagine qu'une fois qu'on est bien placé, ça a quand même des vertus dans le temps. Tout à fait. Mm, Tout à fait. Tu as raison de rebondir. L'annonce AdWords, elle est temporelle. mm. Alors que mon article avec mon lien, donc dans Biba, Marie-Claire et autres, c'est des articles qui seront toujours présents. Les liens seront toujours présents. C'est totalement pérenne jusqu'à ce qu'Internet existe. C'est des articles. Et c'est une popularité amenée par les liens et par l'algorithme qui ne bougera pas. C'est des fondations très solides sur lesquelles on peut capitaliser par la suite. Alors, je rebondis aussi Voilà. là-dessus parce que souvent, on a des clients, qui soient agences ou annonceurs, peu importe. Je trouve que c'est aussi un vrai argument pour enfin mieux valoriser les retombées web. Malheureusement, beaucoup de nos dirigeants ou beaucoup de nos clients ne valorisent pas le web et quand ils n'ont pas quelque chose sur du papier, sur un beau journal papier tradi, eh ben, ils trouvent que ça vaut moins qu'une retombée papier. Or là, on se rend bien compte qu'une retombée web, ça permet de capitaliser sur bien autre chose et qu'il y a des vraies synergies entre RP et marketing. Tout à fait. Moi, ce que je reproche au papier, et moi, je suis plus trop dans cette configuration où mes clients me demandent à tout prix d'avoir un article en papier. C'est plutôt l'inverse. Moi, une push pour être davantage sur le web. Et ça tombe bien, moi, c'est ce que j'essaie de faire également. Je renie pas du tout le papier. Hein. Je travaille également avec des journalistes papier. Mais pour moi, le web, c'est vraiment le support qu'il faut travailler aujourd'hui, parce que derrière, on a une viralité de l'information potentielle qui est très forte. Et là, c'était le cas. Il y a eu quand même derrière pas mal de partages sur Facebook et Twitter. Et également, on peut mesurer derrière l'article qu'est-ce qui se passe. On a ça, bien sûr, ce graphique de SEMrush, mais on peut également se connecter à Analytics, voir avec, là, c'est une capture d'écran d'un client avec lequel j'ai travaillé. Donc en 15 jours, j'ai eu certains articles. Donc là, j'en ai à peu près une quinzaine, 18 même, à peu près. 18 articles. 18 articles qui en 15 jours ont généré du trafic via le lien qui était présent à l'intérieur de la retombée presse. Donc il y a eu du trafic direct de transféré vers mon site, vers le site de ma marque. Et ça, c'est top. Et également, quand on va voir dans la case chiffre d'affaires à la fin, on se rend compte que la lecture d'un article sur maisonenergie.info, ça a généré un achat. Donc ça, c'est vraiment derrière, on peut encore, on est encore plus dans le ROI. On peut se dire, en fait, mon action RP, elle a généré directement un achat et l'achat les 200. Donc c'est un montant qu'on peut déduire de son accompagnement. Voilà. Alors, je rebondis aussi. Merci vraiment beaucoup, Elder, et ça me fait une transition parfaite parce que pour vous montrer qu'aujourd'hui, marketing, communication, RP, on est vraiment en phase, on va vraiment dans le même sens parce que nous, Cision, qui venons des purs RP, notre outil Cision aujourd'hui se connecte à une plateforme comme Google Analytics pour justement montrer le retour des relations presse sur le trafic du site web pour justement après pouvoir calculer ce type de ROI. Donc on va vraiment tous dans le même sens. Et ça fait plaisir de voir que quels que soient nos horizons, finalement, aujourd'hui, on a vraiment trouvé une façon de travailler ensemble et j'engage vraiment tout le monde à aller dans cette voie-là et à péter un peu les silos entre votre service marketing qui est peut-être à 10 mètres, la com, les RP et à vraiment travailler ensemble. Donc, ouais, c'est ça. Si je peux rebondir, pardon, c'est certainement que les personnes qui nous écoutent ont déjà eu des échos de leur service digital ou du marketing disant à travers vos relations presse, il faut qu'il y ait davantage de liens, mais on est un peu démunis face à ça, on ne sait pas comment faire. Déjà là, j'espère que cette présentation a permis de comprendre pourquoi le lien était très important et pourquoi il faut aller le chercher. Pour le marketing, les RP, c'est un levier marketing. Ça va permettre de tout bêtement générer du business pour votre marque. Et c'est vraiment ça, à travers les RP et à travers l'acquisition de biens qu'il faut parvenir à faire. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu. On vous a pris 1 heure tout pile, il est midi.
Écoutez, je vous souhaite un très bon appétit. Elder, je te remercie mille fois pour toute ton expertise, pour tout ce que tu as partagé. C'était super. C'était vraiment intéressant. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour un nouveau webinar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement. Je les transférerai à Elder. Si vous avez besoin d'encore plus de conseils, si vous avez besoin d'en savoir plus sur WAM référencement et sur le métier d'Elder, eh bien, je vous donnerai ses coordonnées aussi. Et puis, écoutez, j'espère vous voir bientôt. Vous aviez peut-être vu en introduction, Cision sera présent à Marketing for Business, à e-marketing. On est toujours ravis de voir les gens pour de vrai. On ne donnera pas la présentation, mais ce webinaire sera disponible en replay très bientôt. Merci à tous, merci Elder, bon appétit et à bientôt.